Alors, est-ce que, pour autant, résister au protectionnisme commercial signifie accepter un libre-échange échevelé? Non. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister, parce que souvent, notamment en France, on oppose, en quelque sorte, soit on est protectionniste, soit on est libre-échangiste. C'est heureusement un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où des protections commerciales peuvent être souhaitables, et dans la mesure où la régulation internationale du commerce les rend parfaitement possibles sous un certain nombre de conditions. Donc, la protection est possible dans des conditions régulées, avec un certain nombre de principes, de méthodes, de codes. Le principe essentiel étant le principe du traitement national, qui veut que vous traitez les produits ou les services que vous avez, qui entrent sur votre marché, dans les mêmes conditions que vous traitez votre production nationale. Hein, donc c'est ce principe fondamental de traitement national, de non-discrimination, qui fait que vous pouvez protéger à condition que cette protection ne résulte pas dans un avantage indu qui est donné à votre propre protection nationale par rapport à des productions étrangères, dès lors que vous avez ouvert votre marché. Et là, il faut bien comprendre que dans le système OMC, le régime des biens et le régime des services est très différent. En matière de biens, on est depuis longtemps dans, disons, une ouverture réciproque qui concerne l'ensemble des produits manufacturés, plus lentement en matière agricole. En matière de services, la décision de savoir si vous protégez votre marché des importations ou non reste une décision souveraine qui est prise au coup par coup et avec un mécanisme d'offre et de demande très complexe. Mais rien n'oblige à l'OMC, un pays quel qu'il soit, à ouvrir sa distribution, sa finance, son assurance, sa santé, son éducation. S'il ne souhaite pas le faire, il le fait quand il souhaite le faire, et il essaie d'obtenir à cette occasion, de la part d'autres partenaires commerciaux, des concessions équivalentes, notamment lorsqu'il a lui-même un avantage comparatif à l'exportation de services, ce qui, de plus en plus, est le cas des pays en développement. Donc, pour me résumer, ces protections sont disponibles à condition d'être justifiées et, au fond, à condition d'être justes. Juste par rapport à quoi ? Juste par rapport à un état des forces géopolitiques autour de la table multilatérale de l'OMC. Et c'est une des raisons pour lesquelles les pays en développement ont exigé, et c'est l'essentiel de la négociation du cycle de Doha, qui peine un peu à se terminer, c'est une des raisons pour lesquelles les pays en développement ont exigé une réécriture, un amendement, une renégociation d'un certain nombre des règles telles qu'elles avaient été héritées des 8 cycles de négociation précédents depuis 1947, notamment en matière de tarifs industriels, en matière de tarifs agricoles et en matière de subventions agricoles. Pas seulement, mais notamment. Il se trouve que la géopolitique mondiale a évolué entre les années 80 et les années 2000, et que, notamment à la suite de l'irruption d'un certain nombre de pays émergents, Chine, Indonésie, Brésil, Argentine, Égypte, Afrique du Sud, ils ont demandé et obtenu que ce qu'ils considèrent comme un héritage injuste, notamment en matière d'escalade tarifaire, qui est cette vieille recette coloniale qui consiste, pour les pays développés, à mettre des droits de douane très bas sur les matières premières et puis à faire monter le droit de douane au fur et à mesure que vous vous montez dans l'échelle de la valeur ajoutée, ou en matière de subventions agricoles, où il est vrai que les cycles précédents avaient
attribuer aux pays développés des possibilités de subventions, y compris des exportations, subventions directes aux exportations. Donc, ces protections, encore une fois, elles existent, mais elles existent dans la mesure où elles sont régulées et elles bougent, ce niveau de régulation, ce niveau de flexibilité, bouge en fonction du rapport des forces géopolitiques. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est difficile de conclure cette négociation, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de pays développés fassent des concessions qui vont très nettement au-delà de ce qu'ils avaient accepté dans les cycles précédents, et notamment aux États-Unis, où, comme chacun sait, les questions de politique commerciale sont très étroitement contrôlées par le Congrès, qui est un animal politique difficile, complexe et parfois imprévisible. Donc voilà en gros l'ensemble des arguments. Avant qu'on passe à l'échange et aux questions-réponses, un mot de conclusion un peu plus général sur l'idée suivante, une idée que je crois, à laquelle je crois et que je pratique, qui est que l'échange international est bénéfique, parce qu'il est producteur d'efficience, y compris en intégrant des externalités que les modes classiques du commerce international n'ont pas toujours intégrées. Et donc l'ouverture progressive reste globalement bénéfique, parce qu'elle crée de l'efficience, donc de la croissance, mais à deux conditions, et il faut insister sur ces conditions qui ne sont parfois pas toujours présentés par les partisans du libre-échange. La première, c'est qu'il y ait une régulation internationale, et c'est précisément la mission de l'OMC que de négocier ces lois, ces règlements, cette régulation du commerce international, de manière à ce qu'il se fasse dans des conditions aussi justes que possible, à la fois dans la concurrence internationale et par rapport à un certain nombre de préférences sociales des membres du système international. Et deuxièmement, et c'est au moins aussi important, à condition d'intégrer les effets de cette division internationale du travail dans les politiques domestiques. La division internationale du travail, cette efficience, disons, à composante schumpeterienne, elle ne se fait pas de manière indolore. Elle se fait parfois de manière très douloureuse, et ça n'est pas parce que beaucoup de gens bénéficient de l'ouverture des échanges parce que ça produit de l'efficacité qu'il n'y a pas un certain nombre de populations qui sont victimes de cet échange, notamment en ce qu'il remodèle, disons, le tissu économique et social. Et il y a là un continuum entre ce que l'on doit faire du point de vue de la bonne politique commerciale et ce que l'on doit faire à la maison, si je puis dire, le cas européen étant, disons, une maison un peu particulière, ce que l'on doit faire à la maison pour gérer ces transformations dans des conditions économiques, sociales et politiques acceptables. Et si vous en voulez la preuve, regardez dans les sondages d'opinion la formidable corrélation qu'il y a entre l'attitude des opinions à l'égard des vertus du commerce international, pose la question est-ce que c'est bon ou pas bon, et la qualité des systèmes de sécurité sociale. En gros, meilleurs sont les systèmes de sécurité sociale, et plus l'attitude à l'égard de l'échange international est positive. Il y a une exception à ça qui est notre hexagone chéri, mais si ce n'était pas une exception, ça ne serait plus notre hexagone chéri. Donc en dehors de cette aberration statistique, le reste de la corrélation est absolument frappant, et ceci vérifie, chiffre en main, si je puis dire, cette maxime qui, à mon avis, est fondamentale dans le monde d'aujourd'hui, qui est qu'il ne peut pas y avoir d'ouverture sans solidarité, mais qu'il ne peut pas non plus y avoir de solidarité sans ouverture.